Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Alors, pourquoi parler du jeûne, la jeûne? Parce que tout le monde devrait s'y intéresser. Les gilets jaunes, ça fait des mois qu'on ne sait pas combien on est. Sans se compter, on nous dit un jour, ils étaient 50 000, ils étaient 2 000, ils étaient 500, ils étaient 50. Avec la jeûne, on va pouvoir se comptabiliser. Tout le monde ne va pas aux manifs. Mais il y en a beaucoup qui se sentent gilets jaunes sans aller aux manifs. Tous les gilets jaunes et les sympathisants gilets jaunes. Aujourd'hui, un monsieur qui s'appelle Stéphane Abord a créé une monnaie libre qui s'appelle le jeûne. En fait, le vrai symbole de jeûne, c'est ça, avec un accent ici. C'est J et 1, jeûne. Ça, c'est la phonétique. Mais le vrai symbole, c'est le G. C'est une nouvelle lettre qui a été inventée, qui se prononce jeûne. La jeûne. Elle est gratuite. C'est pas du Bitcoin. On n'achète rien. Nous ne payons rien. Il y a juste qu'à ouvrir un compte. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment le faire. En Grèce, quand on a enlevé la monnaie, ils ont vécu le chaos. Alors imaginez quand l'euro va descendre et va se scratcher, si on n'a rien, on sera dans la misère. Mais si on a la jupe, on pourra s'en sortir. Ils ont vécu le chaos, mais dans des villages de Grèce, ils avaient une monnaie libre et ils ont pu s'en sortir grâce à ça. Donc la monnaie libre permet cela. En fait, la jeûne est un moyen de créer un SEN national, une société d'échange libre nationale. Autrement dit, nous sommes plus dépendants de l'État. C'est une monnaie qui n'est pas cotée au CAC 40,
qui n'est pas indexée à la bourse, elle ne s'achète pas. Si un riche prenait son compte en June, il démarrait au même niveau que nous. Pour obtenir la June, on s'inscrit. On doit être reconnu en tant qu'identité physique par 5 personnes uniquement, déjà inscrites à la communauté des junistes. Puis, une fois reconnus, on génère de l'argent en respirant tous les jours, en existant tout simplement. Pour l'instant, cette monnaie rapporte 18 junes par jour. Au plus vite vous êtes inscrit, plus vite vous toucherez ces 18 junes par jour. Bien sûr, on peut faire des échanges en junes. Et c'est déjà fait aujourd'hui. On peut acheter, on peut vendre. C'est comme du troc. On peut s'enrichir. Si la monnaie officielle s'écroule, on peut continuer à faire nos échanges. En June, sans souci. Oui, pensons à l'avenir. Nous savons que nous allons tous dans le mur avec l'euro et le système économique actuel. Mais nous, petits gens, nous avons un moyen libre de survivre. Cela pourrait d'ailleurs permettre aux riches de devenir pauvres. Les riches devenus pauvres, on va s'occuper d'eux. Ils pourront s'inscrire à la June. Nous, on n'est pas comme eux. On s'occupe des riches qui sont devenus pauvres. Si tout le monde joue le jeu du June, tout le monde a un moyen de paiement. Il n'y aura plus de fin de mois difficile. Il n'y a plus de francs. Un jour, on nous a dit il n'y a plus de francs. Il y a l'euro. Et ben, on n'a pas fait un pataquès. On l'a accepté. Mais là, c'est pareil. On échange juste de la monnaie. Et ce sera une monnaie propre. Nous, au moins. Ce ne sera pas de l'argent sale, comme il existe aujourd'hui. Loin des activités boursières qui détruisent la planète. Ce message est d'abord à l'intention de tous les gilets jaunes et des sympathisants jaunes, mais néanmoins pour ceux qui sont dans cet esprit. En tant que jaune, vous avez le choix de suivre le système qui est le plus juste pour vous. Je n'oblige rien, mais je conseille. Arrêtons de critiquer l'oligarchie et mettons en place notre monnaie libre pour mettre un coup de pied à la fourmilière de l'économie actuelle. Nous avons besoin d'une monnaie propre pour vivre et non vivre pour l'argent. La qualité de vie ne s'en portera pas mieux, s'en portera beaucoup mieux, pardon. Il est important de revenir à l'essentiel et aussi d'arrêter tous les abus sociaux et l'habilité. Le jour où tous les avantages de la CAF, etc. seront supprimés, nous aurons un autre moyen de vivre. Aujourd'hui, nous payons nos factures avec l'euro et nous vivons au quotidien avec la June. On peut le faire. Aujourd'hui, nous avons tous quelque chose à échanger. Échangeons-le en June, tendons le coup. Vous savez enseigner? Échangez vos cours en June. Vous pouvez aider à rendre des services en échange de June. Il existe déjà des monnaies libres, il y en a des autres. Celle-là, elle est informatique. Il faut connaître Internet. Et la June est un scène nationale et même internationale. Il est important de leur rappeler ceci. Quand il aura abattu le dernier arbre, connu la dernière rivière et mangé le dernier poisson, l'homme blanc verra que l'argent n'était pas comestible. Parole d'un Amérindien, chef Seppel.
Il n'y a pas plus équitable que le monnaie. Elle a été très étudiée et pensée. Cela permettra à chacun de vivre honorablement s'il s'agit de créer son argent sans marcher sur l'autre. C'est un moyen pour qu'il n'y ait plus enfin de pauvres. Bonne journée à vous et à tout à l'heure. Pour vous inscrire, économique. Concurrence géopolitique, disons, militaire, c'est-à-dire la position de l'Europe, par exemple, par rapport aux États-Unis. Et notamment les photographes qui ont pris ces photos, comme c'est pas toujours signé. N'hésitez pas, il y a un Facebook qui s'appelle Photos Debout sur lesquels vous pouvez les contacter. Est-ce que, Michaelis, tu es prêt pour commencer? Ok, je vais lancer l'enregistrement. Donc, pour représenter rapidement le format, donc Michaelis va nous faire une intervention de 5, 10, 15, 20 minutes. Et puis après, il y aura un débat ouvert avec tout le monde. L'idée, c'est vraiment que chacune puisse prendre la parole. Et du coup, je crois que c'est moi qui vais faire la modération. Donc voilà, je te passe le micro. Merci Adèle. Donc, je m'appelle Michaelis Nianous, j'ai travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes, je continue à travailler sur le mouvement des Gilets jaunes, je suis chercheur. Lucas m'a demandé de faire une intervention sur la démocratie directe, donc j'ai le plaisir de le faire. J'ai travaillé sur le sujet et surtout ce qui m'intéresse, c'est de montrer quel est le rapport entre le mouvement des Gilets jaunes et cette demande de démocratie directe qui est symbolisée par le RIC. D'accord? Donc, seulement pour remémorer un peu cette évolution, il s'agit d'un mouvement qui commence avec une pétition et un rejet effectivement d'une taxe carbone et très vite avance sur des demandes très importantes concernant une 6e République et aussi éventuellement un changement sur le plan de la démocratie en tant que tel, un changement institutionnel profond. Donc ça c'est quelque chose à expliquer, c'est très important. Pourquoi? Parce que normalement il est difficile de voir comment quelqu'un qui adhère à une action politique pour ses propres intérêts, disons, immédiats, et pour des difficultés qui sont des difficultés de fin de mois, difficultés d'endettement, difficultés de travail, etc., commence à penser très vite à autre chose qui est l'architecture entière de la politique institutionnelle d'un pays. Comme vous le savez, la suite a été très importante. Il y a eu un suivi même international. C'est un mouvement qui a beaucoup influencé la société française et donc il faudrait se pencher sur cette demande de démocratie directe et son rapport avec des demandes qui sont considérées, ou de revendications, on disait un temps, qui sont considérées comme concrètes. C'est-à-dire financières, concernant éventuellement les retraites, les conditions de travail, etc., et qui rejoignent immédiatement de très grandes revendications, comme je le dis, d'architecture politique, et qui ont une vision parfois planétaire, comme par exemple concernant l'environnement. Donc, ce qui me semble très important dans cette évolution, c'est justement que la démocratie directe commence à apparaître non pas comme une théorisation politique, mais comme un besoin tout à fait concret du quotidien. C'est-à-dire, c'est quelque chose que moi j'appelle en ce moment dans mes travaux la politique expérientielle, c'est-à-dire une dimension de la politique qui commence à venir de l'expérience de chacun de nous et qui commence à nous faire comprendre que finalement une participation individuelle est la forme actuelle de la constitution d'une collectivité. C'est-à-dire on ne peut pas tout simplement se passer
de notre existence individuelle, de notre expérience et de la réalisation de cette existence dans la politique. On ne peut pas tout simplement donner l'élément politique, donner la substance politique à quelqu'un qui va nous représenter. Donc ce manque de légitimité à la représentation est quelque chose qui commence à se construire à partir d'une prise de conscience de sa compétence politique en tant qu'individu. La question c'est effectivement comment ça s'est fait que en cette époque actuelle, cela arrive. J'ai l'impression qu'il y a des éléments que vous connaissez tous qui ont contribué largement. Internet d'une façon tout à fait considérable, mais aussi autre chose, c'est-à-dire un autre rapport au pouvoir, parce qu'on remarque que cette compréhension qu'on avait du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui pouvait faire les choses, qui pouvait organiser les choses et qui pouvait diriger une société vers une orientation spécifique, ne peut plus le faire. Voilà. Donc, à partir de ce moment, ce constat, on commence à regarder la représentation politique sous un autre angle, sous une autre perspective. Et cette perspective, c'est une perspective à la fois critique, c'est-à-dire que eux, ce qu'on appelle en langage gilet jaune, si on peut le dire comme ça, les élites, non seulement sont quand même relativement proches de leurs intérêts dans un sens large, et les intérêts politiques, pas nécessairement des intérêts individuels, mais aussi ils sont incapables dans le système actuel d'orienter la société vers le besoin qu'elle a. Donc c'est un système qui commence à paraître à tout le monde obsolète. Et la question qui se pose, c'est la question de comment partir de ce système vers un système beaucoup plus participatif, un système de démocratie directe, etc. C'est la question de la transition. Et là, la question devient complexe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on commence à utiliser des méthodes d'antan pour atteindre des objectifs actuels. Quand je dis méthode d'antan, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la révolution ou l'insurrection, ou peu importe comment on veut le dire, même les manifestations continues, etc. Vous voyez, nous avons quelque chose d'absolument inouï en France. Ça fait très très longtemps maintenant. Il y a un mouvement qui n'a jamais duré autant et qui quand même n'atteint pas des objectifs majeurs, les objectifs majeurs en dépit de sa persévérance, en dépit de sa présence partout sur les territoires nationaux. Donc on voit finalement que ce n'est pas seulement la répression qui fait ça, c'est aussi l'inefficacité d'un mode d'expression, même s'il est persévérant, même s'il est répétitif, même s'il est dynamique, même s'il est conscient, etc., n'est pas adéquat à la situation actuelle. La question, c'est donc comment passer à cette transition où effectivement on va changer ce système-là pour le rendre un système participatif, un système direct où les citoyens peuvent participer. Cela pose aussi, et il faut l'anticiper, à mon sens, le problème inverse, c'est-à-dire le problème de la fatigue de la participation. Quoi que l'on dise, et surtout par des moments effectivement d'une certaine participation fulgurante, il est impossible que nous soyons tous impliqués par rapport à tout. C'est quelque chose qui est extrêmement fatigant, qui est pratiquement difficile et qui est aussi peut-être inefficace. Donc, pas de représentation, mais pas de participation directe, continue et pour tous, et en toute matière. Donc la question, c'est comment s'organiser. Il y a une vieille solution à cela, il y a plusieurs solutions et plusieurs combinaisons. Mais la vieille solution de base, c'est effectivement le tirage au sort. Le tirage au sort donne quelque chose de très important, c'est-à-dire non seulement une dimension aléatoire à ce qui peut devenir un pouvoir politique, ça c'est une chose, mais il y a autre chose qu'on oublie souvent et qui est pour moi l'élément important, c'est-à-dire ça délégitime le pouvoir.
quelqu'un qui a une dimension effectivement décisionnelle, disons-le comme ça, mais qui se trouve dans cette position à partir d'un tirage au sort, est quelqu'un qui n'a pas une légitimité au-delà de cet aléa, c'est-à-dire au-delà de sa position aléatoire comme un citoyen, comme un autre. Donc ça, c'est très 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 important. Évidemment, l'objection très souvent, y compris l'objection de plusieurs gilets jaunes, était non, on ne peut pas avancer comme ça parce qu'il y a plusieurs personnes dont on n'approuve pas et qui pourraient être tirées au sort, etc. Un système mixte est aussi possible. C'est-à-dire, on peut par exemple élire dans une collectivité un pourcentage, disons 10% d'entre nous, et parmi ces 10%, en se joignant à d'autres collectivités, prenons par exemple le rond-point, qui est la collectivité de base des Gilets jaunes, mais pour chaque collectivité, il y a effectivement d'autres espaces. Donc, parmi ces élus, qui font un grand nombre, on peut très bien tirer au sort et comme ça constituer une assemblée qui sera systématiquement renouvelée. C'est-à-dire avoir un tirage au sort qui est récurrent et comme ça représenter le corps politique, la politique, la société en tant que telle, sans avoir les deux problèmes, c'est-à-dire le problème de représentation d'un côté et le problème d'une légitimité du pouvoir de l'autre côté. Voilà. Donc, pour conclure, je ne veux pas être long. Si vous voulez, effectivement, on peut en parler. La question qui se pose aujourd'hui, la question majeure politique, à mon sens, c'est la question de la transition entre un système de représentation vers un système de participation directe. Et il faut trouver et établir les outils pour ça, pour le faire rapidement et de façon tout à fait pacifique. C'est totalement possible. On est habitué à des formes de démocratie actuelles. Il n'y a pas de raison de passer par un conflit sanglant, par la violence, etc., pour y arriver. C'est possible d'avoir, disons, en quelques années, un Parlement avec des gens qui, sous le système actuel, se présenteront comme des élus, mais qui seront en vérité des participants tirés au sort par des listes citoyennes. Voilà, merci. Donc, merci pour ton intervention. Là, on va passer au moment dialogue, débat. Donc, moi, je suis juste là pour faire la modération. Vous me faites un signe de main et je vous passe la parole. L'idée, c'est de discuter sur ce qui vient d'être dit par rapport à vos expériences, vos questionnements. Donc, voilà, faites-moi un signe et je vous passe la parole. Ouais, tu veux... Oui, je voulais poser une question en fait sur qu'est-ce qui peut déterminer que dans certains cas c'est le tirage au sort et dans certains cas c'est l'élection. Pour moi, l'intérêt du tirage au sort, c'est pour faire en fait dans une démocratie une sorte de mini-société où on ne peut pas être des millions ou des centaines de milliers à délibérer, mais qu'on fait une mini-société tir au sort. Contrairement à un parlement élu où par exemple il y a 0 ouvrier, enfin la société n'est pas du tout représentée. Donc le tirage au sort, ce serait plutôt pour les assemblées qui délibèrent, et l'élection, ce serait plutôt pour quand il faut une seule personne mais qui a un mandat impératif, donc elle ne délibère pas mais elle porte la décision des autres personnes. Elle est mandatée pour ça. Voilà. Est-ce que ça peut répondre ou tu as d'autres idées là-dessus? Je pense que ce qui est important, c'est d'accepter une palette des possibilités. C'est ça qui me semble important pour le tester sur le terrain. On n'est pas encore là. À mon sens, la première chose à faire, ça serait effectivement d'établir un système mixte pour convaincre les gens que la transition est possible. Parce que le problème actuel, quand vous parlez aux gens, et moi, quand je dis les gens, je veux dire aussi, pas seulement les gens qui veulent effectivement un nouvel ordre politique, si on peut le dire comme ça, mais les gens qui sont conservateurs. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui est conservateur, mais pas mal intentionné, il va vous dire, mais non, on ne peut pas tout simplement tirer au sort et mettre à la direction de notre société n'importe qui. Il y a des cas qui sont absolument inacceptables, etc., etc. Donc ça rassure un système mixte où effectivement on a une large base d'élus, de citoyens élus, comme je dis,
Si on pense à un 10% pour une société comme la France, ça va nous donner des nombres énormes localement. Donc les tirages au sort à partir de là deviennent sécurisés, pour ainsi dire, parce que c'est parmi des gens approuvés. Voilà. Deuxième chose, quel type de mandat? J'ai l'impression que le mandat impératif, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez utile, mais à mon avis, c'est un mandat. Donc quand on a un mandat, en général, on a la légitimité de ce mandat. Moi, je préfère plutôt une solution différente, c'est-à-dire que les gens tirés au sort qui prennent des décisions dans des cadres des priorités qui ont préalablement élu sur le plan d'une démocratie directe. On a les outils électroniques aujourd'hui pour le faire. Une des choses qui obnubule un peu ce débat, c'est justement la nécessité de débat. On continue à penser, et à mon avis c'est assez obsolète, on continue à penser qu'il faut de longs débats avant de décider quelque chose. À mon sens, ça c'est fondamentalement faux. Les gens s'informent, on est dans une société où l'information est totalement disponible, et même aujourd'hui, ça fait, je dirais, 15 ans, 20 ans à peu près, 15 ans sûrement, où le savoir humain est disponible en ligne. Si on peut comprendre, si on veut comprendre, on peut parfaitement se renseigner. Des travaux très sérieux sur ça montrent aussi que ce type de coordination, c'est-à-dire des consciences qui ne sont pas en débat, peuvent tout simplement aboutir à des solutions tout à fait valables. C'est-à-dire on n'a pas besoin tout simplement de se coordonner pour arriver à un consensus ou être dans une controverse où on cherche à convaincre l'autre. On peut directement hiérarchiser des priorités par le vote, un vote direct. Par exemple, si j'ai dit aujourd'hui, ici, disons, et effectivement, il faut des grands nombres pour pouvoir appliquer ce système, mais on a les grands nombres par Internet. Donc, si je dis la priorité, est-ce que par exemple, ça doit être un réchauffement climatique, la réduction de cela, la croissance économique, ou la concurrence géopolitique, disons, militaire, c'est-à-dire la position de l'Europe, par exemple, par rapport aux États-Unis, la Russie, la Chine, etc. D'accord? Je pose trois priorités. Si je dis à chacun de donner un pourcentage à ses priorités, parce que personne ne pense qu'il y a une seule priorité et c'est tout. D'accord? Donc si je dis à quelqu'un de me donner des pourcentages par rapport à ses priorités, je peux en vérité représenter dans la priorisation finale tout le monde, parce que quelqu'un, on imagine, hein, je caricature un peu, qui est conservateur, il va dire la croissance économique à 60%, l'environnement à 30% ou à 20%, et la dimension géopolitique à 20% encore, et ça sera ça sur 100%. Pour quelqu'un d'autre, ça sera inversement. Donc, on a les outils pour représenter ce type de finesse, hein, de façon rapide, par le grand nombre, et de façon réflexive, comme on dit, c'est-à-dire voir ce qu'on fait en temps réel. Et donc, on peut dire, voilà les résultats, hein, pour nous tous, voilà comment ça avance. Si vous pensez à cela, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, je ne sais pas, pour des émissions de jeux, il y a 15 ans. Mais on ne le fait pas pour notre démocratie. D'accord? C'est à la fois assez bête et assez suspect. Donc, il y a la possibilité de traiter des priorités et à l'intérieur de cela, avec des gens tirés au sort avec un système mixte, d'imposer la réalisation de ces priorités. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à séparer la société par la démocratie directe, comme on le fait pour la démocratie parlementaire représentative, mais tout simplement d'ouvrir la palette d'une façon qui nous paraissait, peut-être parce que nous avons appris jusqu'à présent, hein, impossible, et
qu'on a vu sur le terrain même que c'était possible. Et quand je dis qu'on l'a vu, et c'est quelque chose qui a étonné, y compris mes collègues, je veux dire chercheurs, universitaires, etc., voilà, c'est que tout le monde a pensé au début des Gilets jaunes, c'était pas du tout mon avis, mais bon, c'était comme ça, c'était effectivement des gens qui étaient dans une seule perspective et qui voulaient une seule chose et qui étaient en plus de gens obtus, de pecnos, etc. Je laisse tout ça de côté, mais qui était une masse homogène, voilà, et qui avait des objectifs homogènes. C'était totalement faux. Ce sont des gens qui, non seulement n'avaient pas des objectifs homogènes, mais ils n'étaient pas habitués à la politique et au débat, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont pu discuter à travers des lignes, des discussions et des débats qui étaient totalement impossibles avant. Moi, j'ai connu des gens, j'ai interviewé des gens, des jeunes gens qui venaient ensemble à Paris pour faire la manifestation. Je me souviens très bien, fin décembre 2018, autour de l'Étoile, il y avait 3 garçons et une fille qui étaient venus de Charente, tous des classes modestes. Et j'ai découvert que l'un était avant candidat avec la gauche, et l'autre était quelqu'un qui avait toujours voté, ils devaient avoir 26, 27 ans, qui avait toujours voté pour le Front National. Ils étaient ensemble, ils discutaient, ils arrivaient à dire des choses ensemble, et puis ils arrivaient à comprendre qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire qui était au-delà de cette séparation. Ce n'est pas que la dimension idéologique disparaissait. Ça, c'est faux aussi. Ce n'est pas que tout simplement on sera magiquement tous d'accord parce qu'on fera la démocratie directe. Ce n'est pas ce dont on parle. C'est plutôt de représenter nos propres nuances et nos propres désaccords d'une façon qui nous permet de vivre ensemble et d'une façon qui nous permet d'orienter la société sans que la société soit emparée par des forces qui ne sont pas les nôtres. C'est exactement ce qu'on fait avec la démocratie parlementaire représentative. Donc voilà la longue réponse à ta question. Je suis désolé, c'est une longue réponse, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des façons de représenter le monde de nous tous dans ses nuances, de se comprendre mieux et d'exécuter cette vision mieux sans passer par la représentation en disant voilà, maintenant on va débattre et celui qui est le plus fort, peu importe le type de force, que ce soit la violence, que ce soit le vote, le nombre de votes, etc., celui qui est le plus fort, voilà, aura tout. C'est ce qu'on appelle que le gagnant a tout. The winner takes it all. Non. C'est ça. Et je veux le dire de façon un peu personnelle, parce que ce mouvement m'a appris beaucoup de choses. Le mouvement des Gilets jaunes, j'ai vu effectivement que par cette modestie, des gens qu'on appelait, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement parce que je n'ai jamais connu quelqu'un de simple, tout le monde est complexe, mais des gens qu'on appelle simples, finalement ont construit quelque chose de politiquement extrêmement complexe, extrêmement puissant, que nous, avec tout l'intellectualisme possible, les idées intelligentes, etc., nous n'avons pas approché pendant des années et des années sur le plan de la théorie politique. Donc il faut apprendre de ça. Merci. Donc du coup je rappelle que c'est un débat ouvert. N'hésitez pas à me faire un signe de main, je vous passe la parole. Vous avez bien entendu le droit de ne pas être d'accord, d'avoir des questionnements là-dessus. Voilà, c'est ouvert. Donc vraiment... de la sortie de la théorie relative de la monnaie, eh bien des informaticiens, des développeurs ont lu sa théorie et se sont dit mais c'est génial son truc, ça arrivait en même temps que l'implémentation de la blockchain avec le Bitcoin, donc c'était parfait, on pouvait récupérer cette technologie qui était d'ailleurs la seule qui nous intéressait dans le Bitcoin et l'appliquer à cette nouvelle forme de monnaie. Donc c'est pas une monnaie, c'est pas un doux rêve, ça existe depuis 3 ans. On peut s'en servir tout de suite, ça prend 3 minutes de créer un compte utilisateur
et on peut échanger directement. Alors au début on commence avec 0, on crée un compte, on ne peut pas être en dette en June, la dette n'est pas possible, elle est possible auprès d'un autre juniste éventuellement, mais elle n'est pas possible dans le système. Pour revenir à ce que tu as dit, Jésus, c'est pas une monnaie nationale. Il n'y a pas de frontières. Il y en a en Belgique, il y en a en Hollande, il y en a en Espagne, il y en a en Autriche, il y en a au Vietnam, il y en a aux États-Unis, il y en a pas mal maintenant dans l'île de la Réunion. C'est pas une monnaie nationale. Simplement pour des raisons de comment dirais-je, de fonctionnement, puisqu'on fonctionne avec une toile de confiance. C'est une monnaie qui est basée sur l'humain et qui part de l'humain. Il n'y a qu'un humain qui peut la créer. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'État. Il y a juste un système de fonctionnement. C'est une monnaie horizontale. C'est la première fois dans l'histoire, je crois, qu'une monnaie horizontale est créée. Et c'est la première, et pour l'instant la seule, monnaie libre. Je dis pour l'instant parce qu'on espère très fort qu'il va y avoir ce qu'on appelle un fork en informatique, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tout le code qui a été utilisé pour créer cette monnaie, c'est du libre, c'est accessible, tout le monde a accès au code source, on peut mettre les mains dedans, on peut la forker, on peut en faire une autre, avec peut-être d'autres règles, mais pour qu'une monnaie soit libre, et dite libre, il faut qu'elle obéisse à 4 points qui sont les 4 libertés. Alors pourquoi 4 libertés? En fait, Stéphane Laborde s'est inspiré de la philosophie du logiciel libre. Je sais que ça parle pas beaucoup à la plupart des gens, mais c'est très important le logiciel libre parce que ça permet en fait à tout le monde d'accéder aux ressources informatiques, ressources monétaires, c'est pareil. L'informatique donc libre, le logiciel libre est basé sur 4 libertés fondamentales. La monnaie, de la même manière, la monnaie libre va être fondée sur 4 libertés fondamentales. Ces 4 libertés sont déjà la liberté de pouvoir choisir sa monnaie. Et oui, ça a l'air de rien, mais l'euro, vous le choisissez pas, il vous est imposé, vous n'avez pas le choix. Pour aller payer à la boulangerie du coin, votre loyer, électricité, il faut de l'euro, ils ne prendront pas autre chose, même si techniquement ils devraient, puisque si vous avez une autre monnaie, ils devraient pouvoir l'accepter, mais dans la réalité des choses, ils vont prendre que l'euro. La deuxième des libertés, c'est d'accéder aux ressources, toutes les ressources monétaires comme celles qu'on peut proposer. La troisième liberté, c'est de pouvoir estimer la valeur des choses. C'est pareil, en euros, c'est pas vous qui estimez la valeur des choses. En monnaie libre, c'est vous. Vous pouvez vendre ou acheter au prix qui vous paraît juste. Ça peut être élevé, ça peut être bas. C'est à vous de le décider. Et la monnaie libre le permet. Alors comment est-ce qu'elle le permet et comment est-ce qu'elle fonctionne surtout? Ça part de l'humain, c'est-à-dire que une fois que vous êtes membre de la monnaie libre, vous pouvez être soit utilisateur, soit membre. Être utilisateur, ça prend 3 minutes, le temps d'ouvrir un compte sur l'application qu'on a créée, qui s'appelle Cesium. C'est pas la seule, mais c'est la principale et la plus simple, la plus accessible au grand public. Vous pouvez à ce moment-là ouvrir très facilement un compte en créant avec un identifiant et un mot de passe qui vaut mieux faire relativement compliqué pour ne pas se le faire gauler. Vous avez directement un compte. Vous commencez à 0, donc il faut commencer par vendre quelque chose, un bien, un service. Tout le monde sait faire des choses. Vous pouvez proposer ce que vous savez faire ou un bien ou ce que vous voulez. Et une fois que quelqu'un va être intéressé, il va vous prendre ce bien et vous donner de la june. Et une fois que vous avez de la june, vous pouvez à votre tour acheter quelque chose avec cette june en fonction de ce que vous avez gagné. Et c'est de l'échange en fait 100 €. Alors Jésus a comparé ça au sel. C'est vrai que c'est pas éloigné, mais c'est plus facile à utiliser que le sel et surtout ça peut passer l'échelle. Le problème du sel, c'est que ça marche pas trop mal localement, mais que c'est très exigeant au niveau de la comptabilité et surtout ça oblige tout le monde à se sentir redevable. C'est quelque chose qu'on n'a plus avec la monnaie libre. On n'a pas à se sentir redevable. Tout le monde, à partir du moment... donc j'ai dit qu'on pouvait être utilisateur. L'autre possibilité, généralement à laquelle on accède après l'avoir utilisé, enfin moi c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai commencé par l'utiliser, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir acheter, vendre 100 €, échanger sans utiliser aucun euro, c'est quand même assez incroyable. Du coup j'ai voulu m'impliquer dedans, je suis devenu, et j'ai cherché à devenir membre. Pour devenir membre, il faut rencontrer physiquement d'autres membres.
Alors au début j'ai trouvé ça chiant, je me suis dit, on peut pas faire 3 clics, c'est quand même plus simple. Et en fait après 2 ans et demi que je suis rentré dans le système, c'est formidable. C'est formidable parce que ça vous oblige à quitter votre écran et à aller rencontrer les gens. Et en fait c'est 2 ans et demi que j'ai passé à m'occuper de la June, à m'impliquer là-dedans. J'ai jamais rencontré autant de gens de ma vie, et notamment de ça,